Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine, depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au cœur du Palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Autour de moi, 3 invités venus parler de la diversité des missions des architectes du patrimoine. À ma gauche, tout d'abord, Madame Véronique Villano. Vous êtes donc architecte du patrimoine et professeur associé à l'école de Chaillot. Tout à fait. À vos côtés, Monsieur Stéphane Desgeorges. Vous êtes également architecte du patrimoine et vous travaillez au CAUE de Haute-Savoie. Effectivement. Je crois que vous êtes tous les deux membres de l'association des architectes du patrimoine, membres du bureau. Enfin, à vos côtés, Monsieur Benoît Melon. Vous êtes chef du département formation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais également directeur de l'école de Chaillot. Tout à fait. Bienvenue à tous les trois. Peut-être pour commencer, nous pouvons évoquer la formation d'architecte du patrimoine. Comment est-ce que ça se passe, ça se déroule? Alors c'est une formation d'abord qui s'adresse à des professionnels. C'est-à-dire que nous n'avons que des architectes diplômés et qui ont déjà une petite expérience professionnelle, 2, 3, 4 ans. Mais c'est un principe de base. On a des architectes rodés déjà à l'exercice de l'architecture avant de se lancer dans une spécialité du patrimoine. Ensuite, la formation est dispensée 2 jours tous les 15 jours. Et nous avons une promotion tous les ans. Une promotion, c'est à peu près 50 élèves. Ça fait donc, mettons, 100 à 120 élèves par an qui sont ensemble en formation, en alternance tous les 15 jours. Ensuite, au cours de la formation, il y a des temps un peu plus forts, des ateliers intensifs, par exemple, au tout début, où il y a une immersion. On va à Cluny, et là, à Cluny, on découvre, sous les auspices de Véronique Villano, qui encadre cet atelier, et donc on découvre toutes les facettes du patrimoine, et les élèves sont immergés sur un terrain qui est riche patrimonialement parlant. Et puis ensuite, au cours de l'année, dans l'atelier, qui se poursuit tout au long de la 2e année, on a 3 temps forts, dont 8 jours à chaque fois d'immersion, et à la fin, une restitution de l'atelier qui se passe sur place. Voilà. On s'en sort, donc on s'en sort bien de cette formation. Qu'est-ce qu'on fait après Chaillot? Est-ce que la destination, c'est forcément la maîtrise d'œuvre? Forcément, moi je vais vous dire que non. Il y a la maîtrise d'œuvre, évidemment, qui est très identifiée. Architecte, souvent, est associé à l'idée de la maîtrise d'œuvre et de la construction. Mais à vrai dire, l'architecture étant un domaine qui concerne tout le monde, concerne tous les pans de la société, on vit dans l'architecture. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc, il n'est pas absurde, du coup, de trouver des architectes disséminés comme ça dans l'ensemble des pans de la société. Et si j'évoque un peu le parcours qui est le mien, moi je travaille au sein d'un CAUE, donc c'est un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et on travaille essentiellement auprès des collectivités territoriales et aussi en conseil aux particuliers, en sensibilisation, en animation. Donc moi, pour ma part, je ne fais pas du tout de maîtrise d'œuvre. En revanche, j'ai pour rôle d'accompagner la réflexion des élus, des citoyens sur les questions de l'architecture en général. Et la question patrimoniale est forcément un peu induite par ces travaux, puisque les territoires dans lesquels on vit sont faits d'une stratification de tout un tas d'éléments architecturaux. Et il n'y a pas de raison de s'intéresser qu'à un seul de ces éléments. Je veux dire, tout est architecture contemporaine. Dès lors que ça m'est contemporain, c'est contemporain pour tous. Et donc, il est important d'avoir des clés de lecture quand même de ce qui façonne le territoire, de ce qui le fabrique, et de savoir finalement quels sont les différents intérêts des patrimoines ou des héritages dans lesquels on vit. Qu'est-ce qui est important de leur transmettre à ces élèves quand ils arrivent à Cluny? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Je pense que l'objectif numéro 1 de la formation de Chaillot, c'est d'initier un nouveau regard, mais un nouveau regard sur un champ extrêmement large. J'irais jusqu'à dire du trou de serrure à la notion de grand territoire, à la notion de paysage, et à lâcher leurs ordinateurs et surtout s'intéresser
s'intéresser au site, s'intéresser aux hommes, s'intéresser à la matière, s'intéresser à la façon dont elle a été mise en œuvre, pourquoi, comment elle a évolué. C'est un peu tout ça qu'on souhaite leur transmettre. Cette capacité à avoir un regard critique, pas que comme on essaye de nous faire passer que sur des bâtiments très anciens. Non, on a cette capacité de lecture sur des sites, les sites d'aujourd'hui, sur les espaces dans lesquels on vit aujourd'hui. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à faire comprendre. Un architecte du patrimoine, ça ne s'occupe pas que de vieilles pierres, mais ça a cette capacité à permettre à des bâtiments anciens, à des ensembles anciens, à passer, passer dans l'au-delà, dans l'architecture et dans la vie de demain. Il y a un côté très spécifique dans l'enseignement et en même temps très généraliste pour avoir un œil sur une globalité. Nous formons des généralistes qui sont spécialisés. C'est souvent ce que l'on avait pour coutume de dire, je l'emprunte à un enseignant de Chaillot, à Benjamin Mouton. Mais c'est vrai que c'est ça, un architecte, par définition, c'est un généraliste. Et par définition, un élève de Chaillot, c'est un spécialiste dans le domaine des monuments historiques, enfin des monuments anciens, comme le disait Véronique. Le monument ancien, ça va de l'aube de l'humanité à aujourd'hui. Le patrimoine 20e fait partie du patrimoine, au même titre qu'un monolithe ou qu'un monument du 12e. Et c'est à la fois temporel et spatial. Il y a une continuité des deux qui nous intéresse. Donc, une fois qu'ils sont diplômés, ils peuvent intégrer des services comme le CAUE, ou alors ils peuvent aussi passer des concours par la suite. Tout à fait. Si vous voulez, la formation, c'est une formation qui s'adresse donc à des architectes, des professionnels engagés dans la vie active. Et ensuite, on forme donc des personnes qui vont avoir des qualités pour intervenir sur l'ensemble des patrimoines. Mais les débouchés, ils sont à la fois dans la maîtrise d'ouvrage, dans la maîtrise d'œuvre. Et dans la maîtrise d'œuvre, il y a toute une palette qui passe par les grands concours publics, l'architecte en chef des monuments historiques, architecte urbaniste de l'État dans les fonctions d'architecte des bâtiments de France, architecte voyer de la ville de Paris, architecte communaux, architecte conseil de l'État. Voilà, il y a toute une palette de concours que passent les élèves, ou bien ils choisissent de rester libéraux, si je puis dire, et d'exercer pleinement leur métier, mais de façon libérale. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter sur cette formation, ou en tout cas sur les débouchés qu'on peut trouver quand on sort de Chaillot ? Oui, un petit mot quand même, si vous permettez. Je crois que ce qui est très important, c'est que dès leur entrée à l'école, nous essayons de faire en sorte qu'ils prennent conscience qu'ils vont avoir une place dans la société et qui n'est pas une place anodine. Parce que, comme le disait Véronique, on agit sur le paysage, sur les grands ensembles, le territoire, et l'action d'un architecte du patrimoine, ensuite, elle peut être multiple, elle peut être variée, mais elle est profonde, elle s'inscrit dans le temps, elle va marquer les choses. Et donc, nous essayons de leur faire prendre conscience qu'il faut qu'eux-mêmes trouvent comment ils vont pouvoir s'exprimer comme architectes du patrimoine, tout en même temps leur montrer qu'ils sont au service des autres. Et s'ils sont au service des autres, ça veut dire qu'il faut qu'ils écoutent ce que dit la société, ce qu'elle leur demande, comment elle les appelle et comment ils vont y répondre. Alors ils peuvent y répondre, comme le disait mon collègue, dans un CAUE, ils peuvent y répondre de façon libérale et proposer leurs services, ils peuvent y répondre dans le cadre d'un concours. Voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on leur fasse bien identifier tout au long de leur parcours de formation quel est le projet qu'ils vont pouvoir porter en eux et qu'ensuite ils vont pouvoir développer dans la société. Mais ils agissent beaucoup en accompagnement. Vous savez, quand on n'est pas des professionnels du bâtiment, c'est très difficile de prendre des décisions sur des transformations ou des travaux ou des améliorations à apporter à un cadre de vie, à un bâtiment complexe. Tout ça. C'est de plus en plus difficile. Et donc, nous, on est souvent là pour aider déjà à décortiquer, comprendre qu'est-ce qu'on a en face de nous. Bon, quand c'est une église, c'est relativement facile. Mais quand c'est des bâtiments qui ont été transformés pendant des siècles et des siècles, qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui mérite d'être conservé ? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre ? C'est pas évident. On arrive un petit peu comme des médecins et il faut qu'on arrive à établir un diagnostic qui permette aux propriétaires de faire un choix.
nous, c'est pas nous qui allons consommer. Hein. Nous, on aide, on accompagne et on essaye d'orienter le projet tel que, en fonction du souhait de notre client. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsqu'un client vient voir un architecte et qui lui dit « Je viens d'acheter une maison qui a un charme fou ». Oui, ça veut dire quoi, un charme fou? Et qu'est-ce que ça veut dire de transformer un bâtiment qui a un charme fou pour l'adapter aux conditions contemporaines, tout en conservant ce charme fou? Parce que le charme fou de mon client, c'est pas forcément ce que moi j'identifie comme du charme. Et donc, vous voyez, se mettre d'accord déjà, dans ce que dit Véronique, sur qu'est-ce que ce charme, ça constitue l'une des actions des architectes du patrimoine. Parce que si le charme est un cancer, j'exagère volontairement, mais si pour nous c'est une pathologie qui met en danger le bâtiment, il va falloir quand même expliquer et arriver à orienter le projet de soins et le projet pour beaucoup de mise en valeur. Mais on le voit, voilà, l'analogie avec la médecine est omniprésente, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on est formé à l'architecture initialement, on est d'abord formé à l'acte de construire. Je dirais à l'art de construire, mais à l'acte de construire. On a quand même encore une fabrication des architectes aujourd'hui qui se fait sur l'idée de bâtir plutôt du neuf. Là où d'un coup la formation spécialisée en patrimoine va intéresser la société contemporaine, c'est qu'effectivement on est d'un coup orienté plutôt vers une approche de la médecine, c'est-à-dire apprendre à poser un diagnostic juste sur un sujet, que ce soit un sujet de pathologie, mais que ce soit aussi un sujet d'usage, que ce soit un sujet de transformation, et puis ensuite être en capacité de proposer un ensemble d'actions qui permettront de perpétuer la qualité d'un édifice ou de le transformer, mais en veillant à ne pas en perturber, on va dire, les qualités intrinsèques. Et ça, là où ça nous connecte complètement avec la société actuelle, c'est qu'on a aujourd'hui un enjeu extrêmement fort sur le changement climatique, sur les enjeux de développement durable, et il est clair que l'acte fédérateur, je veux dire, du développement durable aujourd'hui, ça va être de conserver le plus possible la matière dont on est héritier. La conserver, ça veut dire la comprendre, ça veut dire l'analyser, la diagnostiquer correctement. Et ça va être ensuite être en capacité de lui donner de nouvelles fonctions éventuellement, ou de perpétuer ses fonctions sans lui porter atteinte. Et ça, aujourd'hui, il n'y a guère, je pense, que la formation d'architecte du patrimoine qui permet d'avoir cette acuité, cette manière de regarder, toujours avec effectivement ce champ du spécialiste, enfin du généraliste, qui va d'abord avoir une observation extrêmement large, puis ensuite celui du spécialiste qui va être capable d'aller chercher, déceler ce qui fait la qualité d'un édifice, ce qui fait la qualité d'un ouvrage général, qu'il soit effectivement de 2000 ans ou qu'il soit d'il y a 20 ans en arrière. C'est un bon ambassadeur pour l'école. Tout à fait. On sent une forte responsabilité de cet architecte du patrimoine et en même temps une humilité, un sens du service auprès de ses concitoyens. Il faut être autant à l'écoute de la pierre que du maître d'ouvrage qui va devoir, qui a eu un coup de cœur peut-être, comme vous disiez. Mais il s'avère que la force de cet enseignement, c'est de nous réapprendre à regarder les choses et à en prendre vraiment la substance comme étant la matière élémentaire avec laquelle on travaille. Sinon, si on se place simplement comme des concepteurs, on peut être vite tenté de se dire, bon, ce qu'on va faire va être bien, ce qui a préexisté, finalement, on s'en préoccupe peu. Là, vraiment, ça réouvre nos yeux, ça réouvre notre regard sur cette capacité à prendre en compte toute cette matière qui nous est donnée. Et après, d'être en aptitude d'opérer des sélections aussi. Parce que c'est vrai, quand on évoque la question du renouvellement urbain, de refaire la ville sur la ville, se pose forcément la question de sélectionner les éléments. Et c'est en ça où des métiers d'architecte du patrimoine, bien sûr, ils peuvent s'exercer dans l'acte vraiment de réparation, de restauration, mais en préparation de ce travail-là, il est extrêmement important d'éveiller la culture des élus sur la réception des héritages qui sont les leurs. Parce que là, il y a, pour ne pas se le cacher, un travail extrêmement important. On a encore une manière d'aborder aujourd'hui le projet par la table rase. Très souvent. Et ce n'est pas le fait des architectes, c'est le fait aussi des collectivités territoriales. Je cite souvent les programmes en rue qui sont fondamentaux pour le renouvellement des cités, mais qui sont aussi des programmes de destruction massive.
qui sont génétiquement de destruction massive. Or, le problème que l'on peut rencontrer dans certains ensembles qui sont traités par les programmes ANRU et qui sont importants, sont aussi des problèmes sociétaux, auxquels on ne peut pas imputer un problème purement architectural. Mais donc, la réponse est un peu facile, et donc on a besoin de venir avec un peu plus de finesse sur ces sujets-là. L'essentiel est dit, c'est apprendre à voir. Finalement, on pourrait résumer l'école de Chaillot, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est on apprend à voir. Alors après, ça peut être très varié, parce que par exemple, si je donne une fiche sur injecter un coulis dans une maçonnerie, c'est assez simple, il faut faire premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Mais c'est la même chose, il faut apprendre à le voir, à le comprendre, pour être capable de le mettre dans un descriptif et ensuite de le vérifier sur un chantier et de l'expliquer. Et ça, je crois que c'est l'essentiel de l'école de Chaillot est là. C'est de la théorie à la pratique, à chaque fois. C'est même réapprendre à voir. Parce qu'il y a déjà eu une éducation, et après, fort de ça, c'est accompagner les autres pour voir. Parce que parfois, on est amené dans des endroits où les gens n'ont plus du tout confiance. Ils n'aiment pas leur environnement, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien. Et là, il faut vraiment les accompagner, leur ouvrir les yeux, en leur montrant, en leur expliquant et en proposant des comparaisons. Et là, je pense que c'est là où on peut créer victoire. Parce que bon, c'est vrai que l'acte de bâtir, on aime ça parce qu'on est architecte. Mais arriver à faire comprendre à des propriétaires ou même à des occupants qui habitent dans des sites, des lieux qui ne sont pas forcément très reconnus actuellement, c'est vraiment ce qu'on peut faire, j'allais dire, apporter en plus. Une vraie plus-value quand on arrive à sauver des bâtiments qui officiellement devraient être démolis parce que personne ne leur trouve de l'intérêt. Et que nous, on arrive à l'argumenter, parce qu'on sait comment ils sont bâtis, on connaît leur âge, on connaît leur histoire, on connaît l'implantation qu'ils ont, on est aussi capable de dire ce qui est bon à démolir. Mais on a les arguments pour le dire. Bon, déjà, on a mal de le dire, mais on peut l'admettre dès lors qu'on a fait une analyse circonstanciée qui permet d'en comprendre toute l'obsolescence, qu'elle soit technique, sociale, structurelle, mais a priori, on a cette déformation, si je peux le dire ainsi, qui fait qu'on finit par ne plus rien vouloir démolir. Sauf que notre responsabilité de société, parce qu'effectivement on évoquait cette responsabilité de société, fait qu'on est en capacité à un moment donné de se dire, ok, quels sont les bons arbitrages à proposer pour être dans le sens quand même d'une attente sociale. On construit avec la société. En plus, on est des enfants gâtés, puisqu'on travaille sur une matière qui globalement fait consensus. Le patrimoine, dans sa grande généralité, c'est une idée qui fait consensus. Ce n'est pas le cas de l'architecture. Et ce n'est pas le cas de l'architecture contemporaine, qu'on a des fois du mal à expliciter, etc. Mais en réalité, un architecte du patrimoine reste fondamentalement, je pense pour les bâtisseurs notamment, pour ceux qui sont en situation de maîtrise d'œuvre, sont aussi des architectes contemporains. Ils font la ville d'aujourd'hui. Ils ne sont pas tous en train de faire des restaurations extrêmement précautionneuses de grandes cathédrales. Le cas de Notre-Dame est un cas très particulier, très singulier. On en voit toute la force de représentation. Il y a un enjeu extrêmement fort de s'intéresser à un sujet comme celui-ci, comme une transmission de mémoire. Mais la plupart des sujets auxquels s'intéressent nos confrères sont des sujets d'actualité dans lesquels les gens vivent pour de vrai. Donc, la reconversion du patrimoine, c'est aussi un sujet, je pense, important dans vos métiers. Savoir comment on conserve, peut-être en changeant l'usage à un moment donné pour justement correspondre aux besoins de la société. Mais on reconvertit depuis toujours, vous savez. Il n'y a rien de nouveau. Je crois que juste notre démarche est durable. Voilà. Si on essaye d'être un peu lucide, alors ça agace les architectes en général, mais si je prends un bâtiment, que je le livre, je le conçois et je le livre, du jour où j'ai donné les clés, il est déjà en transformation. Et c'est très agaçant, c'est-à-dire pour ça que souvent l'architecture est photographiée très tôt, juste au moment de la passation de clés, pour avoir une image assez sublimée de ce que l'on a voulu faire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intentions aussi. Hein. Il n'y a pas que de l'image derrière l'architecture, il y a vraiment des intentions, il y a quand même des gens qui se sont engagés pour imaginer, dans l'essentiel des cas, quand même des situations où on va mettre des gens dans des bonnes situations de vie. Mais dès lors que le bâtiment est livré, il échappe
à cette création. Et de fait, il commence déjà à devenir autre chose. Et de fait, la reconversion, c'est un sujet nécessaire, parce que sur le long cours, un bâtiment finit par des fois dégénérer un peu de ses fonctions originelles, s'abîmer, on l'a recloisonné, on le bidouille, on le trafique, et puis arrive un moment où il faut quand même poser un diagnostic un peu plus sérieux, et on peut le reconvertir. Mais la reconversion, elle est inéluctable, parce qu'un patrimoine vide est un patrimoine qui voue à la ruine. C'est clair. Donc, sans ces éléments d'usage et cette acceptation du changement d'usage, on est en difficulté de porter un discours sérieux sur le patrimoine, surtout dans une société qui va vite, qui a des besoins et auxquels il faut savoir répondre. Parler de patrimoine, c'est parler de reconversion. Et inévitablement, les sujets que vient d'évoquer Christian sont posés, puisque l'usage est au cœur de la reconversion. Donc l'usage, il change. Même une abbaye, aujourd'hui, on voit bien que notre société cherche à voir comment on peut utiliser une abbaye intelligemment dans un programme contemporain. Mais c'est un vrai sujet. C'est important car on imagine souvent les architectes du patrimoine qui ne font que restaurer. Donc c'est important de montrer la dimension contemporaine en fait, de l'action de l'architecte qui peut transformer aussi pour le service de la société de ses concitoyens. Et quand on hérite d'un bâtiment sur lequel on doit travailler, une de nos missions est d'arriver à lire les reconversions successives qui ont eu lieu. Parce qu'elles ont souvent un impact sur le bâti, sur la stabilité, sur l'usage. Et donc, ça fait partie de, j'allais dire, l'exercice, entre guillemets, pour que nous, on arrive avec une couche de plus, la couche du 21e, mais qu'on arrive à mieux comprendre et ne pas mettre en péril la transformation. Comment est-ce que vous abordez ça à l'école, dans la formation, avec les élèves ? Alors, je ne sais pas si je peux, mais il me semble que la première des choses, c'est de leur apprendre l'écoute. Oui. C'est d'ailleurs à Cluny, puisque c'est le premier exercice, la première des choses, c'est apprendre à voir, à observer, à écouter ce que disent les habitants. Et ça, je trouve que c'est une des parties formidables parce qu'on se rend compte que là, ils redécouvrent ce qu'ils ont déjà appris en école d'archi, mais comme le disait Véronique, c'est une redécouverte. C'est-à-dire qu'il faut entendre, écouter et entendre et assimiler ce que les autres disent. Et puis, il y a un deuxième mouvement aussi, une fois qu'on a produit un projet, analysé, diagnostic, etc., c'est de savoir le communiquer. C'est en retour, savoir expliquer ce que l'on va faire et le faire partager par les populations. Ça, c'est essentiel. Il y a un champ dans lequel on est assez régulièrement convoqué, alors que ce soit en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, qui fait suite au diagnostic. C'est le champ justement de la programmation. C'est une chance inouïe, je trouve, pour des confrères architectes, que de contribuer à cette idée de quel programme on va apporter dans un édifice. Si je fais un bâtiment neuf, en général, le programme a déjà été formulé. Il a été formulé pour du logement, pour un équipement, etc. Là, il y a parfois un doute, une maîtrise d'ouvrage qui ne sait pas trop, qui a des intentions qu'il faut savoir effectivement capter, recevoir, mais clairement, une fois que le diagnostic est bien posé, on est en capacité de dire, mais voilà de quoi est capable aussi cet édifice, au regard de vos attentes, au regard de vos besoins, et bien voilà comment on peut construire le programme et comment on va pouvoir contribuer à redonner du sens à ce bâtiment ou à cet ensemble, ou à ce jardin, sur la durée, de sorte à ce que ça rende service à votre citoyenneté locale. Ça, c'est assez rare quand même comme exercice. Quitte parfois à changer de programme. Mais aussi, je pense qu'une notion qui me semble importante, c'est le fait qu'en travaillant de la sorte, on définit mieux l'identité du territoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est à Cluny, qu'on est en Bretagne, qu'on est à Annecy ou dans le sud de la France? Qu'est-ce qui fait identité? Qu'est-ce qui fait la spécificité, l'unicité? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quand les habitants se l'approprient, quand les élus se l'approprient, ça les enrichit considérablement et ils sont plus à même à être force de création, force d'idées pour et d'adaptation probablement pour les programmes. La pédagogie, c'est une mission essentielle pour vous en tant qu'architecte auprès justement de tous ces interlocuteurs.
L'objectif, quand même, c'est que tous les Chaillotins deviennent à leur tour des formateurs. On les forme à transmettre. Oui. Donc, je pense que l'idéal, ce serait quand même que dans tout le territoire français, voire à l'étranger, ils reprennent le bâton de pèlerin et ils forment d'abord leurs confrères et leurs consoeurs, mais aussi des élus, les artisans avec lesquels ils travaillent et qui soient les relais pour les jeunes. Parmi les exercices de grande maltraitance des élèves de Chaillot, il est clair que systématiquement, il est demandé de proposer de manière simple, synthétique, les arguments qui ont conduit à amener une proposition. En fait, cet exercice est un exercice pur d'architecture, sauf que on finit par l'oublier un peu quand on est formé en architecture. Mais être capable de bien expliciter chaque choix que l'on fait, et effectivement, dès lors qu'on s'intéresse à du patrimoine bâti, où en plus on peut avoir en face de nous toute une chaîne d'interlocuteurs, au sein des DRAC, au sein des services des UDAP, auprès des ABF, mais aussi auprès de maîtres d'ouvrage moins qualifiés, on est systématiquement dans l'obligation de partager les raisons de nos choix, et je trouve que c'est un exercice mental qui est assez sain. Donc au début, on peine un peu parfois, on a l'impression que tout le monde devrait nous comprendre. Une fois qu'on a compris que c'est nous qui devons comprendre ce qu'on nous demande, on va mieux. Mais voilà, c'est aussi une thérapie de groupe un peu l'école de Chaillot. Alors, j'espère que les étudiants ne souffrent pas trop et qu'ils prennent également plaisir dans leurs études, parce que sinon ce serait malheureux. Mais je vois que certains en conservent des traces quand même certaines. J'ai coutume de dire aux étudiants que tout projet de restauration est d'abord et avant tout un projet d'architecture. Et ça rejoint ton propos. Effectivement, c'est un positionnement. Ce qu'on leur demande, c'est à chaque fois un parti. Quel est le parti que vous prenez? Alors ce parti, il s'appuie sur des choses matérielles et immatérielles. Restaurer, ça passe par effectivement des actes très matériels, d'analyse, diagnostic, proposition, de restauration très matérielle. Mais ça passe également par une prise en compte de tout ce qui est immatériel. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être le mot de la fin ou une idée que nous n'aurions pas encore abordée? L'école de Chaillot, c'est formidable. C'est formidable. Non? Alors, c'est non seulement formidable, mais on ne pourrait qu'inviter tous les architectes à venir à l'école de Chaillot. Mais vraiment, sincèrement. Oui, ça devrait être obligatoire, mais bon. Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant de pouvoir décortiquer toutes ces missions de l'architecte du patrimoine, dont le rôle est essentiel dans la préservation de nos vies, de nos cadres de vie. Je vous remercie tous pour votre participation. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets dans le cadre du Forum du patrimoine. Merci et à bientôt.